aiguiller le consommateur vers des choix plus durables. Donc c'est le thème qu'on a choisi pour cette table ronde. Donc, vous l'avez compris, on est dans un contexte où le moteur, j'ai envie de dire réglementaire, est un petit peu en panne, parce que trop compliqué, parce que lenteur d'exécution, parce que un peu déconnecté des réalités de terrain. Par contre, il y a un moteur, on voit, qui est en train de s'activer de manière importante, c'est celui du consommateur. Et quand on regarde plus précisément les résultats de notre étude, il y a 3 leviers qui nous paraissent particulièrement intéressants de creuser dans le cadre de cette table ronde. Le premier, c'est le prix. On voit que c'est un élément évidemment très important, sans sacrifier l'accessibilité. Et donc on a choisi justement des marques qui sont à la fois engagées avec une politique de prix aussi accessible. Le deuxième sujet, c'est la relation de confiance avec les consommateurs. Et le troisième sujet, c'est la segmentation marketing et comment faire adopter des pratiques de manière différenciée par rapport à ces clients. Donc c'est autour de ces 3 thématiques-là qu'on se propose d'animer la table ronde avec nos 3 leaders inspirants et inspirantes. Merci à vous 3 d'être là. Peut-être vous présenter rapidement, pour vous laisser évidemment rebondir. Donc, Sylvain Moncouquiol, donc le directeur général des fonctions centrales et du développement durable Unibail Rodamco Westfield. C'est la plus longue citation à l'écran. Merci d'être là. Donc, Unibail Rodamco Westfield est connu notamment pour ses centres commerciaux, par exemple le Forum des Halles. Ce qu'on n'a peut-être pas en tête, c'est que c'est le leader mondial de l'immobilier commercial, hein, et que vous êtes engagé déjà depuis pas mal d'années, notamment avec la démarche Better Place sur le sujet du retail durable. Vous êtes aussi depuis, je crois, 7 ans consécutivement dans la liste A du CDP, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous avez lancé en 2024 une initiative qui s'appelle le Sustainable Retail Index, donc qui est pile dans le sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Merci. Caroline Mauffret, donc vous êtes du coup Lead of Impact Brand Innovation. Vous expliquerez ce que ça veut dire justement de cette hybridation entre impact et brand. Voilà, Yves Rocher est connu de longue date aussi pour, je dirais, c'est en tant qu'entreprise à mission pour œuvrer dans la cosmétique durable. Et vous nous expliquerez justement comment vous mariez dans votre poste et dans l'entreprise l'ADN, je dirais, marketing très fort d'Yves Rocher, avec justement cette dimension de durabilité. Merci d'être là. Et Camille Caron, donc, qui est lead RSE de l'entreprise Kaby, donc la mode à petit prix. Donc justement, là aussi, on est pile dans le sujet d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on était intéressé pour avoir votre vue. Comment concilier en fait une offre globale, de masse, d'accès, avec aussi toutes les contraintes que ça a en termes de supply, avec justement une dimension durable que vous travaillez dans vos produits, vous nous en direz un peu plus, et aussi ce pourquoi vous êtes déjà reconnu, c'est-à-dire le développement de services en économie circulaire. Voilà. Donc merci à tous les 3 d'être là. Je vais commencer par le premier sujet, donc le sujet du prix, justement, on en a parlé tout à l'heure. Dans l'aiguillon du consommateur, on a vu tout à l'heure dans la tenaille dont on parlait, le prix est un élément très important de l'équation. Comment, en fait, aujourd'hui, chez Kaby, je commencerai par vous, Camille, la perception, on a parlé de surprime et de surcoût pour le produit durable. Est-ce que le produit durable est nécessairement un produit plus cher ou alors au contraire, est-ce qu'un produit durable est un produit moins cher? Et deuxièmement, comment justement vous positionnez cette offre de durabilité sur laquelle vous travaillez au sein de votre gamme, à la fois en termes de prix et de perception. Et peut-être deuxième question, si vous pouvez aussi y répondre dans la foulée, c'est comment votre offre durable aujourd'hui se retrouve ou pas compétitive par rapport justement à une offre très bas coût pour le coup de produits considérés comme non durables. Merci pour les questions. Je l'ai lu ou ouais. Ouais. Merci pour les questions. Alors, évidemment, on est convaincu qu'on peut lier prix, accessibilité et durabilité. Et je pense qu'on le prouve. La recette, en tout cas, de Kaby, en préparant la question, il y avait 4 mots qui me venaient à l'esprit. Un, c'est une question de modèle. Et on est au cœur, là, avec la fameuse loi anti-fast fashion, donc on les a bien détricotés, les modèles. Et ce qui fait en tout cas la particularité du modèle de Kaby, qui nous permet d'avoir cette accessibilité prix, c'est que déjà, on ne fait pas de publicité. Donc c'est quand même important
dans l'équation, en tout cas de la gestion des coûts, on n'a déjà quasiment pas d'investissement en publicité. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi une question de modèle versus le luxe, et il n'y a pas un modèle bien ou meilleur que l'autre, c'est juste une question de modèle. Donc déjà, voilà, donc c'est bien sûr, ça c'est important, et puis sur d'autres effets de gestion d'une entreprise, vous faites des arbitrages. Et nous, on a fait un arbitrage d'être très centré sur le produit et de capitaliser sur une confiance qui finalement passe par la qualité des produits. Le deuxième, c'est, je détaillerai un peu après, c'est le choix. On a fait le choix de l'éco-conception et de construire nos produits durablement, et on a une approche très tactique, et j'y reviendrai plus amplement. Ensuite, la chance qu'on a, c'est qu'on a démarré assez tôt en fait dans cette démarche d'éco-conception, puisqu'on parle plutôt des produits. Et il y a peut-être un phénomène dont on parle assez peu. Nous, on a quand même, globalement, on a des partenariats avec nos partenaires, ceux qui font nos produits. Et je rejoins ce que vous dites. En fait, je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on est fabricants. Mais on a des partenaires depuis 20 ans. Et en fait, c'est eux qui innovent pour nous. Et donc, ils poussent à l'éco-conception. L'Inde est un pays qui se développe, mais absolument de façon incroyable. Donc en fait, on bénéficie de leur éco-conception. Et voilà, donc c'est, j'ai envie de dire, la coopération, mais elle n'est pas assez difficile de tout d'un coup de l'impulser. Et nous, je dis, ça fait 20 ans, en moyenne, on a des partenariats qui durent depuis 11 ans. Donc c'est une moyenne, avec certains depuis 20 ans, et puis d'autres nouveaux, parce qu'on fait de nouveaux produits, et puis on sort dans différents pays. Donc le deuxième mot qui rend ça possible, c'est l'innovation de nos fournisseurs. En fait, ils innovent eux-mêmes parce que même on soit des contraintes locales, soit parce qu'ils sont poussés par l'ensemble des marques. Pour H&M, j'ai vu qu'ils régressent, c'est quand même aussi une super marque, donc qui avance beaucoup, et nous, on est aussi avec elle dans son sillon, ou elle est dans notre sillon. En fait, on travaille beaucoup ensemble. Et c'est là où je voulais vous dire le temps. Et je reviens aussi sur l'éco-conception, ce qui nous permet d'avoir aussi, de pouvoir allier durabilité et prix. C'est aussi, on est tactique dans notre approche de l'éco-conception. On fait des choix, en fait, on fait des arbitrages. Pour faire la définition de l'éco-conception, voilà, c'est un concept qui va être encadré bientôt, mais néanmoins, ça reste un peu, je parle vague, mais en tout cas, l'idée c'est d'agir à chacune des étapes de la chaîne de production, et nous on fait des choix. Donc, selon la pyramide d'offres, il y a des produits sur lesquels plus ils sont mode, plus on va agir sur la recyclabilité. Si c'est des produits qu'on veut extrêmement durables, et on a plutôt une base, on a quand même plus de 50% de nos produits qui sont permanents, qui font une grosse partie de notre chiffre d'affaires, c'est plutôt ceux-là dans lesquels on va investir dans la matière, dans les process, dans son éco-conception globale. Donc aussi, ça permet aussi d'avoir cet équilibre économique et durabilité selon une pyramide d'offres. Et ça permet quand même de maîtriser ses coûts, ses prix. Voilà. Et on travaille beaucoup prix versus valeur. En fait, on est très vigilant, on questionne beaucoup nos clients sur la valeur, donc la perception qu'ils ont du produit, on ajuste nos prix. Donc voilà, c'est travailler avec vos fournisseurs, et donc ça c'est du travail de longue haleine, la chaîne à longtemps. Il faut une éco-conception tactique qui permet de faire des choix et ces investissements au bon endroit. Et donc là aussi, pour faire la mesure aussi, j'aurais pu le dire aussi, la mesure permet de savoir où il faut agir. Il ne faut pas agir sur tout. Voilà, et puis encore une fois, je ne reviens pas sur le modèle, on crée du volume aussi, mais on a un modèle qui est sans démarque, quoi. On a très peu d'invendus, on a 20% d'invendus, on a très peu de démarques, on a très peu de décotes, on ne fait pas de pub. Et bien, tout cet argent gagné, on le réinvestit dans la durabilité des produits, et ce qui nous permet quand même aussi de gagner de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Alors, tu as posé un concept important qui est justement prix versus valeur perçue. J'aurais aussi envie d'interroger Caroline là-dessus chez Rocher, parce que c'est aussi une marche engagée et responsable. Comment vous faites chez Rocher justement pour travailler sur cette perception par rapport à la durabilité? Et puis aussi, deuxième question, est-ce qu'il y a dans l'offre de Rocher alors des produits durables moins chers aussi? Donc, alors moi j'en dis, parce qu'il y a pas mal de choses qui font écho. Tout d'abord, le premier point, c'est que pour un consommateur, s'il n'y a pas de valeur ajoutée à un produit durable, que ce soit dans l'expérience, dans l'usage, dans le bénéfice, on pense que c'est compliqué de proposer un prix plus élevé.
Donc si c'est consommer son gel douche, mais parce qu'il est recyclé et plus cher, ça ne marchera pas. Donc ça déjà c'est un constat qui est très important à prendre en compte. Deuxièmement, on a, comme tu disais, le concept de business model, de modèle. Donc nous, par exemple, sur les recharges, on va avoir des leviers pour pouvoir en fait baisser le prix parce que forcément, innovation, donc pour la marque, plus cher. Donc les leviers, c'est premièrement un levier, je pense, qui est important et qui est difficile à faire passer à toutes les entreprises, c'est la notion de marge et la notion de renoncement. On est prêt chez les Brochet sur certaines catégories de produits, dont les gestes engagés, je vous en parlerai, de baisser un peu notre niveau de marge au niveau de la marque pour garantir que la durabilité soit dans les mains du plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment un changement de mindset aussi. Alors on s'entend, hein, et on a des leviers pour aller travailler ces coûts dans les années à venir. Le premier levier, c'est d'internaliser. Donc, par exemple, le fait qu'on investisse dans une machine qui nous permette de faire du solide chez nous plutôt qu'en sous-traitance, ce qui nous permet de baisser nos coûts. Un deuxième levier, ça peut être aussi de travailler les volumes. Plus je vais vendre les volumes, plus je vais monter à l'échelle, plus mon prix sera bien pour la marque. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est de se dire à quel point je peux renoncer sur ma marge et quels sont mes leviers, mais ça ne se fait pas en une année. On est sur des plans pour aller travailler cette rentabilité sur le long terme. Donc ça, je pense que c'est un sujet intéressant qui fait écho aussi à notre modèle et notre manière de penser. Et après, pour le consommateur, je vais vous donner deux exemples. Je partage avec vous nos succès, nos améliorations. On a lancé des produits shampoing solides, c'était le boom post-Covid, etc. Le marché taux de pénétration, 7 points. On s'était dit c'est génial, il n'y a plus de plastique, ça va être top. Bon, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 3 points, le marché est en décroissance chaque année. Le prix, positionnement prix était plus cher parce qu'on s'est dit c'est une nouvelle gestuelle, c'est un investissement, c'est une innovation, on a la même qualité, la même sensorialité et autres. La réalité, c'est que ce produit plus cher se vend moins bien année après année. En revanche, la recharge, donc ça demande aux consommateurs de venir remplir une bouteille, un peu d'effort. Et là, encore une fois, question de prix. On a remarqué que si on positionnait la recharge entre 10 et 20% moins cher au prix au millilitre, l'adhésion était extrêmement importante. On est sur un super taux de croissance, plus 16% versus l'année dernière. Et le marché de la recharge est en plein boom, notamment parce qu'il y a le lancement de marques comme Brochet qui drague les volumes. Et donc, on est à, je crois, plus 29% de taux de pénétration sur la recharge sur notre secteur. Donc ça, c'est très important parce que ça montre que la réalité, c'est que la durabilité, elle ne doit pas reposer que 100% sur le consommateur. Et on a une responsabilité en tant que marque de positionner au bon prix. Je trouve ça super intéressant. Justement, là, on a parlé de business model, finalement, il y a des questions de volume. Le prix n'est pas tout, parce que finalement, on peut jouer aussi à la fois sur les volumes et d'autre part sur les coûts en interne. Peut-être une question du coup pour Sylvain chez Unibail-Rodamco. Vous qui êtes du coup plus en situation pas de surplomb, mais en tout cas de partenariat avec l'ensemble des enseignes, comment vous voyez-vous justement le business model de ces enseignes qui doivent aller bien, puisque c'est dans vos centres commerciaux, vous allez bien fonctionner si les enseignes vont bien, et comment vous voyez justement leurs efforts, leur switch de positionnement sur ces sujets? C'est hyper important pour nous, en fait, parce que on l'a vu dans l'étude, et on le voit dans les chiffres année après année, la perception des consommateurs évolue, les attentes des consommateurs évoluent, et donc pour nous c'est une question centrale, qui est d'ailleurs une question relativement nouvelle pour nous aussi. Nous on est traditionnellement, on développe et on opère des grands centres commerciaux, donc on est plutôt un acteur de l'immobilier. Donc historiquement on a d'abord travaillé notre trajectoire carbone, et tu l'as rappelé avec de bons résultats et des cibles validées SBTi, on atteindra nos objectifs. On avait beaucoup travaillé aussi l'impact positif qu'on amène sur nos zones de chalandise, essentiellement au travers de l'emploi direct, indirect, de l'emploi induit également, et de la valeur créée. Et c'est en fait assez récemment à chaque fois que je partageais la bonne performance carbone de notre entreprise en face des collaborateurs, ils disaient c'est super tout ça, mais en fait on est quand même toujours perçu comme le temple de la consommation, de la fast fashion, et donc on porte une responsabilité aussi dans l'offre finalement de nos enseignes, qui sont nos partenaires avant d'être nos clients.
Donc on est très intéressé à ces sujets, et donc je vous en parlerai un peu plus tard, je crois, sur une démarche qu'on a lancée. Mais je crois que s'il y a un mot important à retenir de ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est qu'on cherche à le faire en partenariat en fait, avec les enseignes. Plutôt que, alors on mettra peut-être Chine de côté, mais plutôt que d'être dans du name and shame, et donc de dire un tel est bon, un tel n'est pas bon au consommateur, c'est plutôt d'avoir des discussions bilatérales pour se dire comment est-ce qu'on peut partager les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on peut donner plus de transparence vis-à-vis du consommateur final sur vos bonnes pratiques, comment vous faites, et mettre en avant les meilleurs plutôt que de pointer du doigt les mauvais. Sur le deuxième thème ? Oui. Alors, deuxième thème, merci d'abord pour ça. Je pense qu'on a une réponse intéressante. Responsabilité du consommateur, responsabilité de la marque. L'un ne va pas sans l'autre. Deuxième thème, c'est on voulait évidemment échanger avec vous autour du marketing et de la durabilité. Alors, on l'a vu dans le cadre de notre étude, dans les sujets clés au cœur de l'offre et de la perception des utilisateurs. Bonne nouvelle, il y a même des produits qui est au cœur de l'offre pour 43% d'entre eux en France. Donc, qui dit produit dit marketing. Alors, évidemment, le marketing, le produit et le client. Alors, chez Rocher, le marketing, évidemment, depuis toujours au cœur de l'ADN de la marque, c'est le moteur. Alors, c'est quoi les recettes Caroline, chez Rocher, pour justement vous différencier sur ces offres durables par rapport à la concurrence? Alors, merci pour la question. Moi, je vais vous parler de deux points, je pense, qui me semblent importants. Donc, le premier point, c'est l'offre durable. Comment est-ce qu'on va la mettre dans le parcours marchand? Quelque chose qui n'est pas ressorti ce matin de l'étude et qui peut expliquer la non-consommation de produits durables, c'est le fait qu'on ne voit pas l'offre. Dans d'autres études, par ailleurs, il y a toujours le premier item qui ressort, c'est « je ne vois pas, il n'y a pas assez d'offres et elle n'est pas visible ». Donc nous, on s'est dit, ok, on a créé une catégorie de produits qui s'appelle les gestes engagés, qui comprennent ce dont j'ai parlé, de la recharge, du refill, etc., d'autres éléments, qui limitent plus fortement leur impact sur l'environnement. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut travailler cette catégorie de produits et la mettre dans tout le parcours marchand en activant tout ce qu'on a, comme tu le précisais, chez Yves Rocher, c'est-à-dire un CRM extrêmement puissant. Donc depuis 2 ans, on s'est défini au niveau de la marque un OKR de marque, donc un objectif de marque qui est porté par tout le monde, le business, le pays, le marketing, l'impact, etc., la RSE, qui est un nombre de volumes que l'on doit vendre sur ces produits alternatifs. Donc par exemple, je vous partage, c'est objectif 20% à fin 2025 de notre hygiène, qui est des volumes faits par cette catégorie de gestes engagés. Donc c'est très ambitieux, on ne se rend pas compte, mais on est une marque très volume, comme vous le savez. Et donc là, on va activer tous les canaux. Donc la communication, social media, etc. Bon. Le retail, très important. On a fait une descente de gestes engagés dans nos boutiques de 1 mètre linéaire. Ça a été aussi, comme je disais, je vais beaucoup utiliser le mot renoncement. C'est des choix tactiques, comme tu disais, de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant et comment on se donne les moyens de le faire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1 mètre linéaire, voilà, c'est un coût, c'est un prix. Et donc, nous, on a décidé de valoriser ces produits-là en retail. On forme régulièrement les conseillères, on a développé des modules spéciaux pour que quand une cliente vient acheter un produit, on lui propose systématiquement l'alternative plus durable. On a travaillé la politique de fidélité, plus de points pour la consommatrice si elle achète un produit durable. Donc en fait, on a repensé tout le système 360 et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort. Et on s'est dit, ok, comment sur chaque touchpoint, sur chaque outil marketing CRM, je viens valoriser ces produits. La réalité, c'est que on tient nos objectifs comme SBTN, mais sur cette partie durabilité de l'offre. Donc ça, c'était un premier point que je voulais partager. Et le deuxième point, c'est sur le niveau de confiance. Donc on a vu dans l'étude la corrélation entre confiance de la marque et du coup perception de marque engagée. Nous, on a travaillé, et là je te rejoins, je pense que le mot d'ordre de la transition écologique et d'avancer sur ces sujets, c'est la coalition. Le partage, la collaboration. On a développé un outil, donc ça fait un peu écho avec ce que vous allez entendre après, d'affichage environnemental et sociétal, donc avec 24 marques, qui s'appelle le Green Impact Index et qui permet de donner une note ABCDE, comme le Nutri-Score, mais de la beauté.
Et en fait, ça, on l'a fait en collaboration. On a développé 52 critères tous ensemble. On s'est aligné 24 marques. Je vous dis pas que c'était quand même pas simple, mais on l'a fait en 9 mois. Et on a testé cet outil auprès des consommateurs et il y a un très très bon retour. Et on a commencé à afficher sur certains de nos produits sur le site internet. Vous pouvez aller voir sur les sites. Bref, tout ça pour dire qu'on travaille aussi cette notion au-delà de l'offre qui est extrêmement clé, de la confiance. Et il faut que ce soit simple, lisible, clair et en même temps très tangible. Donc on va avoir des items sur l'impact CO2 de mes matières premières. Enfin, des choses quand même poussées, pas uniquement je mets du recyclé et je réduis et j'ai une gestion de temps de vie. Voilà, et ça c'était les 2 items qui me semblaient importants. Merci Caroline. Justement, il faut aller sur ce sujet affichage environnemental. Alors c'est aussi évidemment un sujet en haut de la Genève qui habille. Donc Camille, quels sont les challenges de cet affichage et de cette performance? Et aussi peut-être quelle est la perception par les consommateurs justement, avec peut-être une différence aussi de positionnement, puisque là on a parlé à chaque fois d'une offre alternative durable à une offre conventionnelle, ce qui peut être un petit peu moins votre stratégie. Oui, c'est vrai que je pense on se rejoint sur énormément de sujets, et puis bravo pour tout ce que vous faites. Je trouve ça vraiment chouette de descendre comme ça le sujet jusqu'au magasin. C'est vrai que nous on a une approche un petit peu différente et on n'a pas d'offre alternative. On pense le modèle qu'on espère durable et en transformation et on a une approche sur l'ensemble des produits. Mais il y a quand même un dénominateur commun et ce qui fait la force de Kiabi, c'est la qualité. En fait, tout au démarrage, j'aurais pu vous dire ça, en fait, il y a un sujet sur lequel il y a zéro compromis, c'est la qualité. Et ça, c'est sur l'ensemble de la chaîne. Et après, je vous dis, il y a une approche un peu tactique d'éco-conception. Donc, et puis, fidèle à nos origines du Nord, en fait, on ne communique pas. Donc, par rapport à vous. Néanmoins, et puis ça reste quand même très très fort, on a du mal à changer ça. En fait, nos clients, elles le voient, en fait, elles le touchent, elles l'achètent, elles le vivent, en fait, cette durabilité physique. Et puis on a fait, vous l'avez souligné, énormément d'efforts, notamment sur la femme, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès. On était déjà leader sur l'enfant et le bébé. Donc, pour rejoindre votre question, on a un effort fondamental à faire, et puis néanmoins descendre sur... Alors nous, on n'a pas une offre alternative, mais en tout cas d'encourager à... Et nous, on a un taux de clients hybride en objectif qui est, il faut qu'on adopte plus de seconde main. Donc ça, c'est partagé sur l'ensemble des pays, puisqu'on déploie la seconde main aussi sur les autres pays européens, et ça va très très vite. Donc il y a un peu le corollaire des gestes métiers. Et puis, vous l'avez souligné, effectivement, on se lance dans l'affichage environnemental, donc on sera dans les marques volontaires. Donc on aura nos premiers produits qui sont sur l'affichage environnemental qui est poussé par le gouvernement. Donc l'affichage français, parce qu'il y a un débat entre l'Europe et la France, mais on est capable de faire les deux, mais on est une marque française, donc on affiche le score, enfin le coût environnemental. On va communiquer, donc voilà, ça va être une occasion, on va sortir un peu du bois et puis on va communiquer autour de ça. Alors derrière la confiance, je vous montre un peu le off quand même, c'est nous en fait les enjeux, pour répondre à votre question, c'est les bonnes données, donc la traçabilité d'une chaîne de volume comme Kiabi. Même si on a fait le choix, vous l'avez compris, d'avoir très peu de fournisseurs pour travailler vraiment en proximité avec eux, on a des équipes qui sont dans chacune des usines tous les jours, mais néanmoins, voilà, pour aller jusqu'au champ, des fois c'est compliqué, même si on y arrive sur 50% des références, néanmoins, voilà, donc ça, il y a quand même un enjeu de confiance, et puis nous, on est toujours un peu frileux sur communiquer, parce qu'il y a tellement de législation, le greenwashing, etc. Donc, puis voilà, c'est un peu la culture, on veut être super, méga sûr de tout avant de dire quoi que ce soit. Donc, et puis aussi, il y a des études qui nous disent quand même que le client, en fait, moi j'ai l'impression, je lance un peu le pavé, je pense qu'il s'en fout un peu quand même de l'éco-conception, c'est pas beaucoup ressorti. En fait, il veut vivre une expérience, quoi. La confiance, elle n'est pas sur ce que je balise, quoi. Donc, il faut, nous encore, on veut développer le capital confiance, je pense qu'on l'a, mais d'aller plus loin dans ce capital confiance pour qu'elle change de mode de consommation. Donc voilà, on arrive sur un autre niveau de confiance, voilà, il faut qu'on travaille encore celui-là. Voilà, sur le rapport qualité-prix, je pense que la confiance est acquise, mais il faut qu'on aille vraiment plus loin. Peut-être Sylvain, en rebond justement sur ce sujet-là, comment cette offre, comment vous, tout à l'heure tu as parlé de coalition, de travailler en coalition avec les enseignes, mais concrètement en termes de services que vous pouvez rendre aux enseignes pour les aider à mettre en avant tel ou tel
offre, est-ce qu'au niveau du temple, du centre commercial, il y a quelque chose qui se fait aussi? Oui, on a pas mal d'initiatives qui visent à promouvoir les services des enseignes vis-à-vis du consommateur final. On a notamment une initiative un peu phare, on s'est engagé, parce que nous on pense qu'on reçoit 900 millions de visiteurs, presque 1 milliard par an en fait. Donc on a un pouvoir d'audience qui est très fort. Et donc on a pris cet engagement depuis 3 ans maintenant de faire dans 100% de nos centres un événement dédié d'une semaine à la durabilité. Donc on a appelé le Westfield Good Festival, qu'on fait en partenariat notamment avec WWF et avec les enseignes. Et là l'idée c'est sur une semaine de promouvoir les bonnes pratiques de réparation, de dons, de location. Et ça marche plutôt pas mal en fait, notamment tout ce qui est seconde main a très bien fonctionné cette année. Voilà, donc ça c'est un exemple de concret qu'on fait tous les ans. On met aussi on a une initiative assez sympa, je vous invite à aller la voir si vous allez aux 4 temps. On a Fix and Fit de Sojo, qui est une jeune femme incroyable qui s'appelle Joséphine en anglais, et qui dépoussière complètement vous savez, le tailleur, quand on achète un costume, il faut faire un ourlet, ou quand on a un vêtement qui est usé pour le faire réparer. Et elle dépoussière ça avec un lien à la fois digital et physique sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a ce développement d'offres qui vise aussi à promouvoir tous les services de nos enseignes dans les centres. Super. Merci Sylvain. Il y a un autre sujet qui me paraît clé autour de cette thématique marketing et durabilité. C'est aussi l'interne, parce que pour travailler avec le consommateur, il faut bosser avec le marketing. Donc il y a une relation marketing-RSE qui va être forcément très forte. Alors Caroline, est-ce que vous pourriez nous dévoiler quelques secrets chez Rocher de cette collaboration très importante? Oui, alors j'ai déjà mentionné un point qui me paraissait important, qui était le fait qu'on ait un objectif mesurable commun. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à piloter cette transformation sur l'homme durable. Et après, comme qui a dit, donc ça c'était en fait ce qu'on appelle la pointe du diamant de la durabilité chez nous, mais en fait on travaille vraiment l'ensemble du portefeuille pour le transformer. Et pour ça, je pense comme la majorité, beaucoup de marques sont dans ces démarches, on a un cahier des charges extrêmement précis avec 16 items qui sont en lien avec l'éco-conception au niveau de la plante, l'extraction, le sourcing, au niveau de la formule, la naturalité, etc., et au niveau du packaging. Et en fait, on pilote main dans la main avec le marketing et l'équipe Impact RSE. Et la petite particularité de notre entreprise, c'est que chaque produit, donc on développe quand même énormément de produits, de moins en moins année après année, pour plus de durabilité, mais bon, quand même, c'est qu'on fait des dérogations. Si le produit n'atteint pas le critère RSE qui a été défini, il passe en dérogation et ça peut monter pour certains critères qui nous semblent extrêmement importants pour la résilience et la durabilité de l'entreprise demain, qui remontent au niveau du DG. Donc ça peut paraître comme ça, beaucoup de travail pour notre DG, mais malgré tout c'est extrêmement essentiel et c'est dans la culture d'entreprise de se dire qu'on a tous un cahier des charges qui est ces 16 critères, tout le marketing est formé, tous les 6 mois on refait des formations, on refait intervenir des personnes internes, externes pour vraiment les faire monter en compétence sur ces sujets, pour leur donner envie. Et aussi, on a cette grille de dérogation qui remonte jusqu'au DG et qui donne une importance hyper importante à la notion de la RSE, qui est en fait pilotée par le marketing. C'est super intéressant, que ça permet de passer un peu sur le dernier point que vous voulez aussi aborder, c'est-à-dire en fait on s'aperçoit qu'encore une fois qu'au-delà de l'offre produit, pour que ça fonctionne, il faut en fait que l'ensemble de l'entreprise soit engagé. La prise de parole de la direction générale est aussi importante et c'est ressenti, alors on parlait de la pub tout à l'heure pour Patagonia ou autre, mais c'est cette cohérence-là qui va renforcer en fait l'expérience du consommateur sur le terrain. Peut-être Sylvain, du coup, en termes là aussi d'expérience globale et d'initiative globale à la maille en fait de l'ensemble de l'entreprise, c'est quelque chose qui est très adhérent avec ce qu'on dit là, c'est votre initiative Sustainable Retail. Oui, absolument. D'ailleurs, j'étais très content de voir la première page là, sur l'impact à la fois des pratiques en magasin, du produit et des engagements de l'entreprise. Donc effectivement, quand
quand on s'est attelé à essayer de comprendre la durabilité des enseignes, on s'est rendu compte que c'était très difficile en fait de savoir quelle enseigne est durable plutôt que telle autre et sur quelle base on pourrait se fonder en fait pour le faire. Et donc on a pas mal travaillé pendant assez longs mois et on s'est associé à une start-up australienne, peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui est une agence de notation éthique spécialisée dans la fashion, qui est australienne, qui s'appelle Good On You, qui existe depuis une dizaine d'années, et qui nous a aidé à développer un rating. Et donc 75% du rating vient de Good On You et prend en compte les engagements de l'entreprise et la performance durable du produit. Et on rajoute à ces 75%, 25% des pratiques en magasin. Et je ne parle pas des pratiques carbone, donc de LED lighting ou l'énergie de source verte, etc., qui sont traitées dans notre paille vert et déjà imposées en fait aux enseignes. Mais on parle bien des services clients, de réparation, de location, etc. Et donc ça donne une note globale à la fois sur l'engagement de l'enseigne et sur sa performance durable. Et donc on a aujourd'hui couvert 70% de notre activité, donc essentiellement la mode, mais aussi la santé-beauté et une partie des services. Et on est en train de continuer à le déployer pour couvrir 100% de notre périmètre d'ici à 2027. Et alors, ce qui est vraiment essentiel à comprendre dans notre approche, c'est, alors effectivement, comme tu le disais, l'envie de faire une coalition, et donc de créer un standard de l'industrie qui serait utilisé par d'autres foncières. Et donc, on a déjà 2 partenaires qui sont associés avec nous. Mais surtout, et donc je le répète, c'est de pas être dans le name and shame, parce que nous, on voit vraiment les enseignes comme étant nos partenaires. Et donc l'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques. Souvent, en fait, ce qui ressort de notre index, c'est un manque de transparence de la part de l'enseigne. Et donc là, on peut les aider, leur donner comment est-ce qu'on peut les aider à mieux communiquer sur les choses qui sont déjà en place. Et puis ensuite, il y a les pratiques en magasin qui sont essentielles, parce que la pratique en magasin, c'est souvent une part marginale du footprint, mais c'est 100% d'image client. Et donc c'est vraiment hyper important. Et c'est peut-être 50% du changement de comportement. Et du changement de comportement. Et donc on déploie cet indice, et notre engagement, c'est qu'il soit utilisé dans 100% des négociations commerciales. Donc, quand Kiabi signe un bail avec Unibail-Rodamco-Westfield, c'est qu'il y ait cette discussion, alors qui souvent est élevée au niveau direction du développement durable, la direction du développement durable, pour se dire comment est-ce qu'on peut s'améliorer sur la base de cet indice-là. Et nous, on le communique uniquement de manière agrégée, au niveau d'un centre commercial, au niveau d'un pays, au niveau de toute notre activité. L'idée, c'est vraiment ça, c'est comment nous, on peut jouer un rôle pour donner plus de transparence et élever le niveau de jeu vers plus de retail durable. Super intéressant. Et justement, tout à l'heure, on a effleuré aussi avec Caroline le sujet du Green Impact Index développé par Maurice Rocher depuis 2 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le déploiement de cette initiative et les premiers ressentis des consommateurs par rapport à ce sujet de confiance aussi? L'avantage, ce que tu disais, c'est que comme c'est en coalition, pour le consommateur, d'après l'étude, ça donne de la crédibilité et c'est vraiment ce qui a été plébiscité, le côté innovant de s'allier ensemble. Donc ça, c'est ressorti comme critère clé. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on voit beaucoup de marques développer leur propre index aussi. Donc ça, je pense que si vous êtes dans des démarches, essayez de vous associer ou rejoignez-nous. Et sinon, concrètement, on commence, voilà, ça fait 1 an que c'est sur le site internet, donc peu visible pour être honnête. Et là, je fais rebond avec ce que tu as dit, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, il nous manque de la place. Tu le disais en magasin, voilà, pour l'instant, ça n'est pas stratégique, même si on est quand même une marque engagée, de positionner ces notes dans les boutiques, sur les produits, parce qu'il y a tellement d'autres messages, notamment en ce moment le marché est tendu, il y a des notions de prix, de promotion, etc. Donc, ça n'est pas la priorité pour la marque. Et donc, on est en train de réfléchir comment est-ce que, d'un point de vue retail, on pourrait communiquer ces notes aux consommateurs. Alors, il y a des leviers, là aussi, il y a ce qui s'appelle le passeport protégé. Voilà, le DPP, potentiellement, on pourrait scanner et avoir la note à disposition. Donc voilà, il y a pas mal de choses. On est aux prémices de la démarche. En tout cas, d'après les tests consommateurs, c'est très bien ressorti
pour le côté transparence et compréhension du produit, et le fait aussi qu'on puisse comparer les notes entre différentes marques. Donc chez Pierre Fabre, chez Groncher, chez Léa, chez Arcofarma, on peut avoir un référentiel commun et comprendre avec les mêmes wordings, les mêmes mots et les mêmes métriques la durabilité du produit. Si vous me permettez, j'aimerais rajouter quelque chose parce que je me dis, en fait, on aurait pu dire, je pense que vous allez être d'accord, en fait, quand on parle du prix, on a tous un enjeu pour aller chercher du prix aussi dans nos coûts, et je repense à ce qu'on dit sur l'économie circulaire. Et ça, c'est 50% de l'effort chez nous, parce qu'on peut aller récupérer de la matière et du coup, vous réinjecter de la matière. Pour l'instant, ça coûte plus cher, mais bon, il faut apparemment, ça ne va pas coûter si cher. Donc, il faut créer cette voie-là. Et je repense aux consommateurs par rapport à ce que tu disais, Caroline, il y a toute la dimension sur toute la pédagogie d'amener aux clients sur le fait que s'ils consomment circulaire, en fait, ça va, in fine, lui coûter moins cher. Et je rebondis sur ce que tu dis, et c'est vrai que des fois, on a encore du mal à sortir de la promo, plutôt que de dire, mais consomme autrement, achète circulaire, refill, etc. In fine, ça va te coûter moins cher. Ça, cette transition, elle n'est pas hyper immédiate, surtout qu'on n'a pas les modèles à faire. Je pense que, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même un sujet un peu clé chez nous tous, c'est quand même l'économie circulaire, comment faire que ça baisse nos coûts et ça permet aux consommateurs de maintenir un bon pouvoir d'achat, puisqu'on a vu que c'est un critère. Donc ce côté client, il est vraiment essentiel. Voilà, je ne dis pas ce dimension économie circulaire. Bien sûr, bien sûr. Ça me fait penser à l'économie circulaire et un autre point, parce que je pense que c'est le mot d'ordre aussi, consortium, coalition, travailler ensemble. Sur l'économie circulaire, on a lancé avec Circulaire, je ne sais pas si vous connaissez Circular et We Don't Need Roads, une coalition sur la consigne. Le fait qu'on puisse rapporter des pots en verre et des flacons en verre dans les boutiques. On est avec d'autres marques du secteur. Et l'enjeu qu'on s'était donné, c'était de tester l'appétence consommateur. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'appétence consommateur, on ne peut pas apporter le projet et on n'ira pas sur la démarche, même si d'un point de vue durabilité, c'est quand même plus avantageux. Et les résultats sont là. On voit que le fait de travailler ensemble nous permet de mutualiser les coûts de cette innovation, de ce test and learn. On apprend énormément des autres marques dans le lavage, pourquoi il y a des lavages qui tiennent et pas d'autres. Donc vraiment, c'est hyper important pour faire avancer les secteurs d'aller s'associer sur ce genre de projet. Et je ne vous dis pas que c'est pas facile tous les jours, mais on apprend tellement. Et pour finir sur une note positive, je pense, d'économie circulaire et de maturité consommateur, en France, ce test, on s'était dit si on arrive à avoir 10% de nos pots qui sont ramenés, c'est déjà super. On a quand même pas mal de volume, donc c'est beaucoup. Et on est à plus de l'objectif, et même dans notre boutique à Rennes, qui est une boutique de centre-ville, très fidélisante, etc., on est à 20%. Donc, et aussi un dernier truc que je n'ai pas dit, maintenant, ça fait 1 an qu'on l'a, on a arrêté notre force de CRM, on a arrêté d'envoyer des textos pour dire ramener votre pot, et les clients le ramènent. Donc les usages sont en train de changer. Par contre, je n'ai pas mentionné qu'il y a quand même une incentive de 1 € qui est très importante. Voilà. Mais néanmoins, sur un prix à 40 €, ça reste quand même acceptable. Intéressant de voir pour 1 € sur un prix à 40, 1/40e, il y a un impact. Il y a un gros impact. C'est intéressant. Peut-être un point dans les sujets d'actualité, Sylvain. Alors, il y a beaucoup de grosses polémiques là, sur Chine au BHV. Donc Chine, on voyait que c'était 1 Français sur 4 achetait chez Chine, donc on imagine que ça peut être tentant. mais si j'ai bien compris la politique, on n'est pas prêt d'avoir Chine dans votre portefeuille, non? En tout cas, il n'en est pas question aujourd'hui, c'est sûr. D'abord, d'un point de vue réglementaire, c'est quand même très aléatoire, on le voit. Et je pense qu'en fait, ce qui est aussi important de réaliser, c'est que c'est aussi aller à l'encontre de beaucoup de nos autres partenaires. Et quand on sait ô combien souffre l'industrie textile en France en ce moment, en fait on a une réflexion sur le prix, mais la Chine, c'est pas tant, c'est bien sûr une question de protection de l'environnement, mais c'est aussi une question de protection de l'emploi. Et donc en fait dans la dimension prix, il y a aussi une dimension de pouvoir d'achat, de protection de l'emploi. Donc non, aujourd'hui c'est pas l'environnement. Super, merci beaucoup. Peut-être ce qui est intéressant aussi par rapport à parler du pourcentage, et peut-être pour conclure aussi, pour revenir aussi aux enseignements d'études, c'est qu'on voit aussi, quand on regarde les autres pays européens,
Alors évidemment, les Français restent les Français avec leur habitus culturel, etc. Mais les usages peuvent changer. Alors, à la fois, on l'a vu de manière générationnelle, et qu'on voit aussi les niveaux atteints par certaines pratiques dans des pays qui ne sont pas non plus des pays extraterrestres à l'autre bout du monde. On voit aussi quand même qu'il y a des marges de progrès. Donc là, je pense qu'au-delà des contraintes, et pour revenir sur les sujets de prix, du backlash réglementaire, on voit qu'il y a tout un champ, en fait, y compris économique pour les marques, pour progresser là-dedans. Voilà. Je sais pas si tu veux conclure aussi. On arrive à la conclusion. Moi, si j'ai envie de vous entendre peut-être en mode conclusion, c'est quoi vos priorités? On voit que c'est un chemin long, difficile, compliqué. C'est quoi vos priorités à tous les trois pour la suite? Je vais bien commencer. Moi, ma priorité numéro 1, c'est vraiment, on a des engagements très forts qu'on a pris au moment des accords de Paris de réduction de notre empreinte carbone. On est dans la dernière ligne droite, 2030 c'est demain. Donc on visait la neutralité carbone, scope 1 et 2 en 2030, on est à moins 85% aujourd'hui, donc on n'est pas très loin des 90%, et on a déjà neutralisé les 10% résiduels. Mais c'est le plus dur qui reste à faire, quoi. Et donc il y a encore des investissements à réaliser, et donc garder le momentum et s'assurer qu'on a derrière une direction générale qui suit et qui développe les capex nécessaires pour y parvenir, ça c'est ma priorité numéro 1. Et puis pour revenir peut-être plus sur le sujet d'aujourd'hui, sur le retail durable, nous on a c'est peut-être un call for action, on en a parlé tout à l'heure, mais on a ce Sustainable Retail Index qui commence vraiment à gagner en traction, à avoir de l'adoption. On arrive à fédérer autour de nous d'autres foncières, et donc j'espère vraiment pouvoir en faire un standard de l'industrie. Voilà. Donc nous, nos priorités, c'est de garantir le plan qu'on a défini autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la transformation de produits, j'en ai parlé. Mettre dans les mains du plus grand nombre notre offre durable et continuer à piloter notre transformation via les critères RSE sur le reste du portefeuille. On a un gros enjeu filière, sourcing, etc. Deuxièmement, c'est transformer la chaîne de valeur. Donc c'est comme tu disais, on a pris des engagements de moins 30% de réduction carbone à 2030. On est bien parti, il faut continuer. On a des gros sujets sur les achats, sur le transport, et puis nous, la particularité chez les Rochers, j'ai les cadeaux. Parce qu'on n'aime pas trop raconter dans les réseaux. Mais on travaille à l'amélioration de ça. Et le dernier point, c'est la mobilité. Autour de notre mission, qui est la protection de la biodiversité et des plantes, puisqu'on a des plantes dans nos produits. Et là, on a des gros sujets dans les années à venir, et je pense qu'on a peut-être des choses à faire ensemble, sur la mobilité des clientes autour de cette mission. On a déjà testé des choses cette année, de faire en fait venir des clientes avec nous, à côté de notre fondation Yves Rocher, pour planter des arbres, revégétaliser, etc. Donc ça, c'est un gros sujet de mobilisation. J'ai le temps de faire le tri dans la liste, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais ça prouve qu'on est en dynamique. Pour rester dans le thème, le premier aussi, on a une trajectoire XBTI, on travaille avec iCare. On doit faire moins 25% en 35 versus 22. On marche très très bien, donc même challenge. Et justement, et du coup, ne pas être honteux en fait d'être en croissance. Et du coup, comment on transforme le modèle pour qu'on aime dire que ce soit une croissance qui soit utile et juste, et du coup d'amener de proposer une nouvelle voie aux consommateurs. Et notamment avec ce qu'on voit avec Chine. Et donc voilà, pour rejoindre sur la dimension retail, c'est-à-dire je ne vais pas vous parler du produit, ça fait 20 ans qu'on bosse sur le produit, c'est qu'on s'aide beaucoup plus sur cette nouvelle voie un peu missionnaire comment on peut avoir 50% d'efforts qui est aussi porté par le consommateur. Voilà, et ça rejoint 2 autres enjeux pour compléter, dont on parle assez peu, et tu l'as dit. Majeur, c'est le trafic client. Généralement, c'est entre 10 et 15% dans nos bilans carbone. Souvent, on oublie celui-là. Et on a du mal à le tacler. Et enfin, il y a un dernier enjeu. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, je ne sais pas du tout de quel secteur vous faites partie. Il y a un enjeu sur les volumes de taxis mis sur le marché, avec une crise du secteur. Donc nous, on s'est mis aussi à l'enjeu d'être un metteur au marché responsable. C'est aussi tout le change interne. Les directrices de collection, il y avait en fait, tu es responsable de ton produit jusqu'au bout du bout. Et ça, c'est un changement de mindset colossal. Donc on a un vrai enjeu sur cette mise en marché jusqu'au boutiste.
on arrive à la conclusion de cette table ronde. D'abord, merci infiniment à tous les trois pour l'engagement, l'authenticité, la compétence. Merci infiniment. Et on va laisser aussi la place pour la salle à quelques questions. Avant de, peut-être pour conclure, je pense que tu as dit une chose très importante. Beaucoup de nos clients nous interrogent là-dessus. Oui, il y a une voie pour une croissance durable. Alors, bien sûr, c'est compliqué parce que c'est vrai que la transformation durable, c'est un peu comme une transformation digitale. C'est très compliqué, très interconnecté. Donc souvent, on travaille par briques, l'offre durable, le marketing durable, la supply chain durable, numérique durable, etc., etc. Mais il y a beaucoup de complexité et d'interconnexion. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de directions RSE sont rattachées au niveau de direction générale, parce qu'il faut évidemment assembler, mettre en cohérence toute cette chaîne de valeur. Je vous propose peut-être de prendre quelques questions avant de vous quitter. Vous pouvez profiter, vous avez on a 3 leaders inspirants à nos côtés, donc est-ce qu'on a quelques questions? Déjà, merci à tous pour vos témoignages. On a beaucoup parlé de la dimension éducationnelle en fait, des marques auprès des consommateurs, et je pense que le concept est excellent et je vous remercie d'avoir relayé. J'avais une petite question du coup plutôt côté Ball et côté Unibail. Dans cette dimension un peu éducationnelle et dans, je dirais, cette position que vous avez de mise à disposition d'espace, etc., est-ce qu'il y a une réflexion chez vous aussi de dire, voilà, globalement, dans nos univers demain, on veut avoir un pourcentage de marques qui va refléter un petit peu cette dimension durabilité green? Est-ce que ça fait partie des critères à un moment dans le mix de sélection de votre portefeuille de magasins? Et à cran, le Green Temple Unibail Rodamco. Alors, c'est une excellente question. D'ailleurs, dans la logique de transformation, ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre fameux SRI, il est porté par les équipes commerciales. Donc c'est quand même très important, c'est qu'on a formé tous les commerciaux à la négociation, à la discussion sur ces sujets-là. Et en fait, on s'est donné effectivement des objectifs de progression en globalité de l'indice du SRI à l'échelle d'un centre, donc de verdir progressivement le centre, mais pas de dire il y a un seuil à partir duquel on conclut des enseignes. Donc c'est quand même très différent dans l'approche, c'est toujours dans cette approche de partenariat. Et alors, à quand le Green Temple, en fait, on a... et donc vis-à-vis du consommateur, en fait, on agrège au sein d'une certification Better Places, qui est, elle, visible du consommateur, tous les indicateurs existants, dont fait partie le SRI, mais aussi des indicateurs de référence comme le Brimé News, par exemple, ou le tonnage de déchets, ou la mobilité des clients, dans un indice qui est visible du client. On a certifié avec Bureau Veritas 14 de nos centres. Et donc on promeut les bonnes pratiques durables et la performance environnementale du centre. Et puis après, ça nous amène sur la question de la mobilité fondamentale, l'évolution. En fait, c'est assez marrant, mais les malls, c'était des malls de la France des 30 Glorieuses, des malls américains, enfin qui venaient des États-Unis, de tout bagnole, quoi, et qui, avec le développement des villes, sont devenus des vrais cœurs de ville. Plus de 50% de nos visiteurs aujourd'hui viennent par des mobilités douces. Parce que c'est le Forum Néal, on est au cœur de ville, et de plus en plus, ça évolue vers des mixités d'usage. Donc bien sûr ancré autour du retail, mais aussi des loisirs, du cinéma, de la culture. On a parfois des crèches, des logements, des bureaux, des services à la personne. Donc c'est, je crois, la direction que prend cette industrie, en tout cas pour nous, avec ces actifs qui sont vraiment au cœur de ville. Merci Sylvain. On a le temps, je pense, pour encore une ou deux questions si vous le souhaitez. Bonjour, merci beaucoup pour tous les éléments déjà apportés. Je voulais revenir sur la question du pouvoir d'achat et le lien qu'on a pu démontrer avec l'évolution de certaines pratiques qui favorisent la durabilité, et savoir quel est votre point de vue sur un potentiel effet rebond qu'on pourrait craindre ou pas sur ces pratiques, ces nouveaux usages, le jour où le pouvoir d'achat sera moins une problématique pour les Français. Merci. Je vous laisse répondre. Alors, mais c'est sûr, là je lisais une étude de Yale qui montrait clairement ça. En fait, aujourd'hui, par exemple, la seconde main,
aujourd'hui, on n'achète pas pour raison écologique. Et donc, c'est bien ce qu'on explique dans nos volumes, dans nos croissances, et c'est des débats. Alors, nous, on a évidemment, vous doutez bien, je pense qu'on partage, on a quand même des sacrés débats en interne sur tous ces sujets-là. Et de se dire, si tout augmente, c'est-à-dire que si la première augmente, la deuxième augmente, en fait, on n'a pas changé l'équation. Donc, oui, pour l'instant, j'ai pas plus d'éléments, mais en tout cas, nous, chez Kiabi, on est clairement conscients de l'effet rebond, et tu l'as dit, avec ton 1 euro qui te ramène, et forcément, elle le réinvestit probablement dans un article 9, probablement. Maintenant, effectivement, ça reste à 40e, donc bon, je pense pas que ton prix de vente moyen soit de 40 € quand même. Ouais. Et, non, c'est par curiosité. Mais voilà, oui, en tout cas, je vais en toute transparence, je sais pas s'il y a... En tout cas, chez Kiabi, ce qu'on se dit, c'est qu'au départ, autant changer les pratiques et puis on régulera le reste après. Donc, faisons en sorte que, si tout augmente, au moins, on est en train de démocratiser l'usage d'une autre forme de consommation de la mode. Et puis après, on va réguler le reste. Parce que si on essaye et en même temps se dire, oui, mais on est bien sûr que tu as acheté un article de seconde main, mais est-ce que c'est bien en remplacement d'un article de première main? Voilà, je pense qu'on risque de cumuler les contraintes et la cliente ne va pas nous suivre. Parce que les freins, pour l'instant, ils sont déjà sur l'adoption de la seconde main. Et je pense que pareil sur la consigne, etc. Donc oui, en tout cas, c'est à craindre. Oui. Et d'expérience, ces dernières années, les prix ont énormément augmenté. Donc on est quand même une marque accessible, et ces dernières années, on a suivi la tendance dans la moyenne augmentation des prix. Et en fait, l'année 2025 commence à être compliquée parce qu'on a beaucoup augmenté et qu'on perd cette notion d'accessibilité. Déjà d'un point de vue image, on a voulu aller sur un peu plus d'expertise, etc. Et en fait, là, on fait un petit peu machine arrière. Donc on est en train de travailler un plan là pour sauver un peu 2025 et puis préparer 2026, de remettre de l'accessibilité. Donc parfois ces plans de retour en arrière ne vont pas dans le sens de la durabilité. On va repousser un peu des produits bas prix, consommateurs de plastique, mais voilà, on essaye de s'adapter à la réalité du business. Moi je pense que dans les années à venir, sur cette notion de prix et de pouvoir d'achat, elle va nous suivre. Donc il faut être très vigilant. Il faut faire attention à vouloir vraiment aller sur la valorisation plus, parce que d'un point de vue durabilité, c'est parfait. On fait moins de volume, plus de valeur, du coup on réduit notre trajectoire carbone, tout le monde est gagnant, sauf qu'à la fin, le consommateur, si tout augmente, comment il fait? Donc là, dans les apprentissages, c'est vraiment de se dire attention, on est une marque accessible, il faut qu'on reste accessible, et comment, si on doit remettre des choses un peu plus accessibles, on vient par ailleurs apporter de la valeur ajoutée ou continuer notre transformation pour compenser nos retours en arrière. C'est des arbitrages difficiles. Oui, puis en tout cas, je ne sais pas sur ton secteur, en tout cas, nous, c'est pas prouvé. L'élasticité, tu vois, dès qu'on augmente les prix, pouf, la consommation diminue, mais elle va se reporter ailleurs et sur les moins 10 ans. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué, en fait, ce sujet-là. Enfin, honnêtement, si on avait une recette magique, je pense. Et puis parce que chaque secteur a sa place, le luxe, le moyen de gamme, le haut de gamme, voilà, avec des standards qui doivent s'élever, c'est sûr. Mais en fait, c'est la transformation. Donc, oui. Encore un grand merci à tous les trois. On arrive au bout de cette matinée. Donc vous savez tous que vous allez finir la semaine en confiance chez Rocher. Vous avez compris que ce ont été sur des marques authentiques et engagées. Donc merci à tous pour votre attention ce matin. Et à nouveau, à très vite pour ceux qui sont intéressés par un partage de l'étude plus rapproché et plus précis. Merci à tous et bonne fin de semaine.